Bonjour Kim et Seba. Bonjour à vous. Merci d'accepter cette invitation. Vous êtes président de l'ONG L'Urgence panafricaniste. Vous êtes écrivain, journaliste, chroniqueur, entre autres. Moi, avant de commencer ce débat, j'aimerais bien resituer un petit peu la définition du panafricanisme. Qu'est-ce que c'est le panafricanisme? Le panafricanisme, déjà, bonjour à vous. C'est un plaisir d'être avec vous dans cet entretien. Le panafricanisme, c'est l'unité des diverses formes d'africanité, dans l'objectif d'obtenir collectivement notre souveraineté et de pouvoir peser dans ce concert des nations où seuls les blocs civilisationnels se font entendre. C'est comprendre la nécessité d'agir dans l'optique de l'unité. Nous sommes à la fois diverses et variés, et à la fois nous avons un tronc commun des plus profonds, dont parlait Cheikh Anta Diop et dont je parle dans mon dernier ouvrage Philosophie de la panafricanité fondamentale, où j'explique qu'il peut y avoir diverses branches, mais il y a un seul tronc, les mêmes racines. Et donc le panafricanisme, c'est ça, c'est comprendre que on a nos spécificités. Le Congolais, le Royaume Congo, c'est le Royaume Congo. Il y a le Nigeria, il y a le Bénin, il y a le Togo, il y a le Sénégal, il y a le Mali. C'est des cultures diverses. Il y a l'Éthiopie, il y a l'Afrique du Sud, etc., etc. Je ne vais pas tous les citer, sinon on va faire toute l'émission. Mais dans ces diversités, il y a une richesse commune et une racine commune. C'est très important de le préciser. Et le panafricanisme, c'est, pour reprendre le terme de Don Helder Camara, dans l'acception qui était la sienne, c'est la théologie de libération ou l'idéologie de libération et d'autodétermination des peuples, entre guillemets, négro-africains, de manière générale. Dans l'émission Le Lamal Show, tu as dit « La couleur de peau n'est pas une opinion politique ». Et je voulais que tu développes un petit peu cette idée-là. Mon combat, déjà je passe la paix à Lamal, c'est mon frangin que j'aime énormément. Ce que j'entendais par là, et ce que je pense du plus profond de mon âme, c'est que tout le monde sait que je mène un combat pour mon peuple en priorité, et je ne vais jamais le renier. Mais mener un combat pour ses semblables n'empêche pas de comprendre que la justice est transraciale, elle va au-delà d'une question d'épiderme, va au-delà d'une question de peuple. Tous les peuples de l'humanité sont confrontés à des problèmes sur certains points qui peuvent être similaires, sur d'autres points qui peuvent être divers. Et on peut avoir des gens qui luttent contre l'impérialisme qui sont des plus blancs, et on peut avoir des gens qui luttent en servant l'impérialisme et qui sont les plus noirs. Je prends un exemple simple aujourd'hui. Moi, quand je vois des personnes comme Alassane Dramane Ouattara, président de Côte d'Ivoire, ou Macky Sall, président du Sénégal, ils sont noirs, comme moi, comme mon pull. Mais leur négritude, leur noirceur ne les range pas du côté des opprimés, ça les range profondément du côté des serviteurs de l'oppression. De l'autre côté, tu vas avoir des gens comme mon ami l'avocat Juan Branco, qui sont blancs, et dans la blancheur qui est la leur, ce sont des gens qui se battent pour la justice, profondément. C'est quelque chose d'ancré viscéralement en eux. Donc je ne peux pas ranger le bien d'un côté et le mal de l'autre. Simplement, maintenant, si on doit rentrer dans une dimension beaucoup plus philosophique et métaphysique, il y a une constatation qui est des plus évidentes. C'est que l'Occident, en tant que civilisation, a commis aux quatre coins du monde ce que aucune civilisation n'a commis vis-à-vis du reste de l'humanité. Il y a une dimension profondément barbare et violente dans la civilisation occidentale et dans son approche, dans son rapport à l'humanité dans sa globalité. Et ça, c'est important quand même que l'on puisse le dire. Et donc, le bien ne peut pas être circonscrit à une couleur de peau, le mal circonscrit à une couleur de peau, mais cela n'empêche pas de se rappeler de l'histoire, de constater que la civilisation occidentale est quand même porteuse du chaos, aussi bien au sens métaphysique que physique. Il y a certains écrivains qui écrivent que, par exemple, la blanchité, il y a une dimension, avant tout, non pas de la couleur, mais sociale et politique. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce qu'être noir? Est-ce que politiquement, on peut concevoir une dimension politique dans le fait d'être noir malgré les croyances et les coutumes qui sont différentes et qui traversent un peu les nations noires? Alors, comme je le dis, les coutumes sont différentes, souvent, mais elles ont tout un foyer commun en ce qui concerne les populations négro-africaines. C'est quand même très important qu'on le rappelle. Votre question est des plus nécessaires. Je dirais que, et pour reprendre les propos de
d'un théoricien que j'aimais profondément, paix à son âme, et je salue son fils aussi qui nous regardera sans doute, un ami, Stokely Carmichael Kwame Touré, qui disait que être noir, c'est aussi une identité politique, parce que l'Occident a circonscrit des populations, les a incarcérées dans le cadre de leur épiderme. C'est une réalité. Et être noir aujourd'hui, c'est une communauté de vécu, c'est une communauté de destin, c'est une communauté de douleur, c'est une communauté aussi de perspective. Alors maintenant, est-ce que le prolétaire noir du ghetto a la même réalité que le prolétaire noir qui est à l'Assemblée, pas le prolétaire, mais que le bourgeois noir qui est à l'Assemblée nationale ou autre? Dans les brutalités policières, si on vous contrôle dans la voiture, oui, c'est possible. Parce que quand on voit un noir dans une belle voiture, on se dit toujours, on se dit pas c'est quelqu'un qui est un bourgeois ou autre, on se dit c'est peut-être un dealer, c'est peut-être ceci, c'est peut-être cela. Donc il y a des communautés de destin à l'échelle micro. À l'échelle macro, je dirais que quand vous allez aux quatre coins du monde, et c'est ce que nous faisons par le biais de notre ONG, vous allez voir les aborigènes d'Australie, qui sont des noirs de là-bas. Vous allez voir les Mélanésiens, vous allez voir les Dravidiens en Inde, vous allez voir les Afro-Colombiens en Amérique du Sud ou les Afro-Brésiliens, etc. Et vous allez voir les Africains en Occident et en Afrique. Il y a une communauté de destin qui est indéniable. Et donc, enfermer des gens dans leur seule identité épidermique est, à mon sens, une erreur, parce que ça ne résume pas tout, mais ça fait partie tout de même d'une problématique qui doit être importante, que l'on doit traiter profondément et avec attention. Le noir des États-Unis, le noir de France, le noir d'Angleterre, le noir d'Europe de manière générale, le noir d'Océanie, le noir du Moyen-Orient, ils sont confrontés à des problèmes d'hostilité vis-à-vis de leur couleur de peau qui existent aujourd'hui dans ce monde. Quand l'écrivaine Rosa Umel Pluribe, afro-colombienne, parlait dans son livre phare, La férocité blanche, qui avait été un best-seller à l'époque, elle parlait de la suprématie caucasienne, de la suprématie du monde blanc. Cela ne signifie pas que tous les prolétaires blancs sont responsables de cela, parce qu'eux-mêmes sont traités comme des nègres par l'élite occidentale. Et ça, c'est important qu'on le dise. Mais il y a un racisme, et je ne le dis pas dans un cadre victimaire, parce que je méprise cela, mais il y a un racisme vis-à-vis des populations mélanodermes aux quatre coins du monde que l'on doit être capable de dire de manière très décomplexée, de manière très simple. Maintenant, moi, je ne pense pas que c'est en mendiant ou en étant dans des histoires d'antiracisme BA, oui, s'il vous plaît, aimez-nous, on va faire du testing à l'entrée de restaurants ou de autres pour... Moi, ça ne m'intéresse pas, cela. Moi, je pense aussi que les populations mélanodermes, les populations noires de manière générale, doivent se prendre en charge, doivent se responsabiliser, doivent se structurer en communauté, doivent tendre la main à ceux qui leur tendent la main, mais doivent surtout comprendre la nécessité de compter sur elles-mêmes. De l'exclusion de peuples par d'autres naît la volonté pour les peuples exclus de se constituer leur propre puissance. Et c'est un petit peu l'essence de mon dernier ouvrage, Philosophie de la panafricanité fondamentale. Il y a quelque chose que vous avez dit voilà, chacun, on va dire, que ce soit des Noirs qui sont issus des minorités de différents pays ou des Noirs en Afrique, etc. Chacun, on va dire, a des enjeux ou des luttes différentes, ou des discriminations, vivent des discriminations parfois différentes. La question que j'aimerais poser, c'est... Mais il y a une communauté de destin quand même. Comment on crée du lien, justement, entre des banlieusards, par exemple, qui se disent, voilà, moi je lutte contre la violence policière du fait que je sois noir, ou le prolétaire africain qui est... je sais pas, assujettis au travail imposé par les multinationales, par exemple. Mais j'ai envie de dire que la pieuvre a plusieurs tentacules, mais la pieuvre reste la même. Ceux qui imposent le racisme systémique en Occident vis-à-vis des populations noires dans les ghettos, ou même au-delà des ghettos, parce que c'est pas circonscrit en réalité, comme je disais tout à l'heure, à une dimension uniquement sociale, c'est la même pieuvre qui a d'autres tentacules, qui asphyxie et qui agit dans une démarche de prédation via les multinationales sur le continent africain. On parle de l'oligarchie néolibérale. Et l'oligarchie néolibérale, dont on pourrait parler d'ailleurs du danger de la nocivité vis-à-vis de tous les peuples de l'humanité. Quand tu vois les gilets jaunes qui marchent dehors aujourd'hui, c'est contre cette oligarchie néolibérale qu'ils combattent, avec des problématiques diverses et variées, différentes des nôtres. Quand je parlais tout à l'heure de la communauté de destin, c'est que la population noire que tu vois ici, c'est les fils et filles. Moi, je suis né en France. À la base, et c'est quelque chose qui n'est pas un secret, mon père est un médecin qui a été ruiné très tôt à son commencement parce qu'il a ouvert un cabinet dans des patelins à l'époque où, comme dirait l'autre, les négros n'étaient pas à la mode, si je dois employer ce terme.
qui a mis des années avant de pouvoir rembourser ce qu'il avait pu obtenir en termes de crédit. Quand mes parents ont vécu un moment de leur vie éloignée, j'ai été élevé par ma mère, je suis arrivé en région parisienne avec ma mère seule. Très tôt, j'ai été livré à moi-même. Quand j'ai été mis dehors, beaucoup de gens te disent, j'ai vécu dehors. J'ai connu le dehors plus que beaucoup de gens. Donc, socialement, l'exclusion sur le terrain à la fois ethnique, sur le terrain social et sur un certain nombre de points, je l'ai connu. Je suis rentré après en Afrique. Et en rentrant en Afrique, j'ai été confronté à des réalités différentes, parce que l'exclusion sociale, l'oppression sociale est bien plus violente en Afrique qu'elle l'est évidemment, ce qu'on appelle les ghettos ici, c'est les 3 étoiles ou 5 étoiles pour les vrais ghettos en Afrique. Tu comprends? Sauf qu'en Afrique, je comprends aussi que ceux qui sont les prédateurs, ils ont le visage noir comme moi. Donc ça te montre la complexité, en réalité, de la question de l'oppression qui touche nos populations, et ça te fait comprendre aussi que la dynamique de prédation économique est quelque chose qui doit être pris en considération. Mais c'est cette prédation économique qui est aussi la racine de l'exclusion de nos populations ici. C'est très important de le dire. Tu as dit que tu as connu l'exclusion en France. T'es venu, ça fait combien de temps que t'es en Afrique? Je suis rentré en Afrique maintenant il y a 12 ans. Il y a 12 ans. Alors, la question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que c'est cette exclusion, quelque part cette frustration qui a créé ta conscience politique? Et la deuxième question, c'est, après moi j'observe, et c'est un avis tout à fait subjectif, sur différentes personnes qui ont vécu des frustrations tout à fait légitimes et qui en font une lutte, mais que parfois je ressens dans leur réflexion que leur frustration dépasse leur lutte. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je comprends très bien. Ils se font, alors dans ce cas, c'est plus une lutte, c'est une thérapie qu'ils font. C'est une question très importante que tu poses. Moi, je pense que, quand je te disais tout à l'heure de l'exclusion d'un homme par un homme, naît la volonté pour l'homme exclu de se constituer sa propre puissance, c'est un phénomène humain. Celui qui a été victime d'injustice a une obsession pour rétablir l'équilibre. Et pour que cette justice puisse être établie maintenant, il y a la question de est-ce que tu te laisses bouffer par l'injustice que tu as vécue et donc tu n'es plus dans une quête de justice mais dans une logique de vengeance. Et dans ce cadre-là, tu es dans une optique essentialiste aveuglante, où tu réussis à sublimer ta douleur et en réalité conjuguer celle-ci avec la volonté d'équité et de justice en n'appliquant pas ce que toi tu as vécu vis-à-vis des autres, en étant dans une dynamique essentialiste comme ceux qui t'oppressent l'ont été vis-à-vis de toi. Et c'est là où le débat véritablement se crée. Tous ceux qui m'ont vu commencer au départ m'ont vu commencer dans une dynamique beaucoup plus violente. J'ai commencé l'activisme politique il y a maintenant, j'ai 41 ans, j'avais 19 ans. C'est important qu'on le dise. On m'a connu médiatiquement en France, j'étais beaucoup moins connu qu'aujourd'hui, mais on m'a connu médiatiquement en France, j'avais 23 ans, 24 ans, dans une dynamique beaucoup plus réactionnaire, beaucoup plus en adéquation avec l'âge qui était le mien, où j'avais des connaissances déjà, je pense, qui étaient sur certains points avancés, mais il y avait la colère de la jeunesse, il y avait une volonté de vous m'essentialiser, mais pour notre couleur de peau, on va vous rejeter aussi de la même façon, le boomerang. Puis après, le temps passe, les voyages se multiplient, la rencontre des divers peuples se multiplie. Je peux dire aujourd'hui en toute simplicité que j'ai voyagé aux 4 coins du monde et qu'on continue à le faire par le biais de notre organisation, notre ONG, l'Urgence panafricaniste, et cela me permet de rappeler que la problématique de l'impérialisme n'est pas circonscrite à une seule couleur, et la problématique des opprimés n'est pas circonscrite non plus à une seule couleur. Maintenant, moi, j'ai choisi, de par ma vie, de par mon vécu, de porter en priorité la question qui touche mes semblables et ma population. Mais en faisant cela, puisque la population africaine et plus globalement les Noirs, de manière générale, sont considérés un petit peu comme les paillassons de l'humanité par l'oligarchie occidentale, si le paillasson se lève, la table qui était assise sur le tapis ou le paillasson va être renversée. Et donc ça va bénéficier à tous les opprimés du monde. Toi, je suis pas censé parler peut-être de tes origines, mais t'es tatar. Les tatars sont considérés comme des noirs en Russie, ce sont les nègres de Russie. Donc, l'ostracisme, l'ostracisme, c'est le philosophe Grégoire Biogo, mon formateur en philosophie, qui en parlait, mais l'ostracisme, c'est quelque chose qui touche tous les peuples de l'humanité. Et donc, sublimer sa douleur et en faire une quête de justice, je pense qu'il n'y a rien de plus beau. Et je pense que j'ai atteint ce stade depuis déjà très longtemps. Sinon, je m'allierais pas à différents peuples
autres que les Africains contre un adversaire commun qui est l'oligarchie néolibérale. Cet idéal de souveraineté, comment est-ce qu'on le construit en sachant que déjà le découpage de l'Afrique est un fait occidental. Totalement. Et finalement, ce découpage a cristallisé, ancré des identités et des cultures où des gens qui étaient, je sais pas, le Sénégal et le Mali par exemple, ils se sentent différents, alors que si on regarde historiquement, il y a peut-être quelques rapprochements à faire. C'est des questions très importantes que tu poses et nous-mêmes on peut en parler. Je suis béninois de nationalité, né en France, donc j'ai grandi, vécu 29 ans de ma vie en France, donc français aussi, quoi que j'en dise. J'étais au Nigeria récemment et je vais y retourner. Le Nigeria et le Bénin, officiellement aujourd'hui, ce sont des espaces différents. Pourtant, ceux qui connaissent l'histoire savent que une grande partie du Nigeria et du Bénin étaient à la base le même pays. C'est les mêmes peuples. J'ai une partie de ma famille qui est au Nigeria. J'ai une autre partie de ma famille qui est au Bénin. Et c'est valable pour tout le monde. Donc, en Afrique. Donc, il est évident que quand je parle de souveraineté, je ne m'appuie pas sur les frontières qui ont été conçues à la conférence de Berlin en 1884 et 1885. C'est une souveraineté qui doit être redéfinie. Mon logiciel et ma réflexion est de dire que ce n'est pas tant les espaces définis par la conférence de Berlin qui doivent être entendus, écoutés et respectés, mais c'est l'homogénéité culturelle, c'est-à-dire qu'il y a des groupes ethniques qui ont leur réalité, qui ont leur spécificité. Tout à l'heure, je te parlais du royaume Congo. On ne va pas se lever un jour aujourd'hui et effacer la réalité historique de ce royaume. On ne va pas se lever aujourd'hui et effacer la réalité historique de l'ancien royaume, l'ancien empire du Mali. C'est pas possible. Maintenant, ce qu'il faut, c'est comprendre que ces différents espaces ont, comme l'expliquait Charanta Diop, et comme je l'explique dans mon livre Philosophie de la panafricanité fondamentale, ont des points communs, ont des racines communes. Il y a une unité métaphysique de nos peuples, réelle dans leur conception, dans leur architecture même spirituelle en tant que telle, et traditionnelle. Et on doit être capable d'additionner ces diverses mosaïques pour rentrer dans le cadre de l'État fédéral. Tu vas aux États-Unis, le Wisconsin, c'est pas la Californie. Tu vois ce que je veux dire? Mais cette addition d'États fédéraux crée les États-Unis d'Amérique. Pourquoi ce qui est valable, alors j'ai pas envie de leur ressembler sur plein de points, mais sur ça c'est intéressant. Pourquoi ce qui est valable pour eux ne le serait pas pour nous? Pourquoi il n'y aurait pas une addition de, par exemple, le Royaume du Congo, l'Empire du Mali, le Dahomey, etc., l'Éthiopie et tout ce qui s'ensuit qui pourrait se constituer en respectant les homogénéités ethniques, en respectant les réalités ethniques. Parce que c'est quelque chose chez nous qui est important. Ethnie, c'est famille. Les familles ont un sens. Moi, je crois profondément. Je crois en cette diversité ethnique de l'Afrique. Mais je crois que cette diversité n'est rien d'autre que la multiplicité des branches avec un tronc commun. Et la puissance d'un arbre, c'est d'avoir plein de branches avec plein de fruits, mais un tronc commun et une racine commune. C'est la vision qui est la nôtre. Et c'est ce que j'essaie de développer dans mon ouvrage. Dans tes discours et dans tes livres, tu parles, en tout cas t'aspires à un monde multipolaire. Moi, la question que j'aimerais te poser en prenant un exemple actuel, c'est que, par exemple, quand je regarde le conflit en Ukraine, je me rends compte que finalement, la voix qui compte, on va dire, ce sont la voix politiquement, je parle, c'est la voix des grandes nations entre guillemets. Ce qu'on entend par grandes nations, c'est les nations occidentales, la Chine, la Russie. La question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que pour augmenter quelque part l'influence des pays africains, donner des avis, des positions, et que la Russie mette ça en exergue, sachant les alliances qu'elle a à proximité, ça pourrait donner plus de poids à ces nations-là et de peser finalement dans l'échiquier international. Moi, tout d'abord, je pense qu'il est important qu'on rappelle un élément des plus vitaux pour la compréhension du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je ne vais pas passer mon temps dans l'interview à parler du conflit Russie-Ukraine, mais je pense que c'est quand même important que j'en parle une minute ou deux pour qu'on comprenne la réalité de notre rôle et la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui, quelles que soient nos couleurs de peau. C'est pas une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ceux qui te disent ça n'ont pas compris ce qui se passe. C'est une guerre contre l'Occident et la montée du monde multipolaire. C'est une guerre contre l'Occident et ceux qui refusent l'hégémonie de l'Occident. Zelensky, youtubeur, humoriste, oligarque, parce qu'il était bien engraissé par les réseaux Soros et autres depuis très longtemps,
a été placé à la tête de l'Ukraine pour être le proxy numéro 1 qui déstabiliserait un pays qui dérange aujourd'hui dans sa gestion de la géostratégie, qui dérange profondément l'OTAN et donc l'Occident. Ce qu'on appelle les grandes nations, les nations occidentales qui sont enrichies sur le dos de l'esclavage et de la colonisation. On peut le dire aussi très simplement comme ça. Poutine réagit, certains diront surréagit, et ça donne la guerre en Ukraine. Mais c'est comme si moi je viens, je te lance des pierres, je te provoque, je suis devant ta maison, je dis, je peux dire des trucs vulgaires, je dis mais je vais te niquer ta mère, je te dis, je vais te briser les os, je vais te boire ton sang, je t'insulte, je brûle ton jardin, je fais n'importe quoi devant. Et un jour, toi, tu restes pendant des années calme, tu dis attention, un jour je vais réagir, ça va être bizarre. Et finalement, tu réagis, et c'est une guerre démesurée. Maintenant, moi, j'appelle derrière moi toutes les nations occidentales, qui étaient celles qui me motivaient en réalité à t'insulter. Est-ce que c'est une guerre de toi contre moi ou c'est une guerre de toi contre ceux qui me back up? C'est ça la vraie question. Essayez de le dire dans un langage que tout le monde comprenne. C'est ça la vraie question. Et donc, partant de ce principe-là, il s'agit pas d'être de pom-pom girl, ouais, t'es pour les uns, pour les autres. Moi, je vais être très clair. Je sais très bien qu'il y a du racisme en Russie. Personne va me faire dire le contraire. C'est pas un pays facile et c'est pas un pays où j'irai vivre longtemps. J'aime bien aller à Moscou parfois quand j'ai des conférences, etc., tout ce qui s'ensuit, bien évidemment, ou quand je discute avec les autorités russes, comme quand je discute avec les autorités turques, ou iraniennes, ou cubaines, etc., bien sûr. C'est une très belle ville. Mais je ne confonds pas mon statut de leader d'opinion africain, qui est apprécié à cause de son influence en Afrique, avec le traitement de mes frères, qui vivent parfois des grandes difficultés là-bas à Moscou. Il faut qu'on soit capable de le dire. Ou même les Tatars, qui est originaire de ce peuple-là, la vie des Tatars en Russie, elle est très loin d'être simple. Ça aussi, il faut qu'on le dise. Donc il s'agit pas de oui, les gens c'est les anges, les autres c'est des méchants, etc. Non, ça, ce serait du bullshit. La vraie question c'est, il y a une guerre des mondes. Et dans cette guerre des mondes, la vraie question, c'est plus le capitalisme contre le communisme, c'est une guerre à la fois physique et c'est une guerre à la fois métaphysique. C'est la guerre du modernisme contre la guerre du monde traditionnel. Le monde moderne dégénéré, le monde progressiste avec ses valeurs qu'ils veulent imposer aux quatre coins de l'humanité comme si c'était leur qui devait être imposé à tout le monde, contre des peuples enracinés dans leur tradition, dans leur orthodoxie et qui disent que eux, ils ont leur façon de voir le monde. C'est cette guerre-là qui est en train de se dérouler aujourd'hui. Et si on ne comprend pas cela, on ne comprendra pas la direction que tout est en train de ce que le monde est en train de prendre. On est obligé de comprendre cela. C'est plus capitaliste contre communiste, c'est globaliste, progressiste, moderniste contre le bloc traditionnel. Et c'est pour ça que tu vas avoir des peuples qui sont très différents. J'explique ça en profondeur dans l'ouvrage, mais qui ont un objectif commun, les Chinois, les Russes, les Iraniens, et nous-mêmes qui représentons dans le cas de la société civile, mais ce bloc un petit peu panafricaniste, ce bloc qui défend son identité, il faut pas croire que ce soit un hasard ce qui se passe là. Et de la même façon que nous luttons contre l'armée française, nous mobilisons les gens contre les bases militaires françaises en Afrique, ce n'est pas simplement contre le gouvernement français que nous luttons. C'est contre l'occidentalisation du monde qui nous est imposée. C'est une ultime décolonisation qui est en train de se faire. Il y a eu l'effondrement du mur de Berlin. La guerre qu'il y a là, c'est un nouveau mur qui est en train de pencher dans une direction ou dans une autre. Et si les gens ne comprennent pas cela et pensent que c'est simplement une guerre du méchant russe contre le méchant, on n'aura rien compris. Il ne s'agit pas d'être des pom-pom girls des Russes. Les Russes ne sont les messies de personne. Et les Russes ont aussi beaucoup de problèmes qu'il faudra qu'ils règlent. Et que je leur dis toujours, ne pensez pas que il y a des gens en Afrique qui prennent dans les manifestations des drapeaux Russie. Ça, je dis que c'est la plus grosse erreur. Jamais de la vie tu me verras tenir un drapeau Russie ou Poutine. Jamais de la vie. Poutine sera jamais le messie des Africains. Et jamais. Mais cette guerre-là est une guerre qui nous préoccupe tous. Et qui nous concerne tous. Alors, quand tu parlais de blocs, etc., moi, ça me rappelle deux théories, ou en tout cas deux visions, et je voulais savoir
si ta pensée se rapproche de ces deux théories. La première, c'est Samuel Huntington. C'est sûr, t'aimes parler Samuel. J'ai plus le nom du livre, mais en gros, il parle d'un conflit le choc des civilisations. Et le deuxième, c'est peut-être un peu plus métaphysique, c'est la crise du monde moderne de René Guénon. Ah, mais là, tu parles de beaucoup de mes lectures. On est en plein dedans. Et dans cet ouvrage-là, sauf que je développe ça dans une acception africaine, mais c'est exactement de cela dont je parle. On est aujourd'hui, et c'est ça l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils combattent politiquement sans comprendre que tu ne peux pas comprendre la réalité politique sans comprendre la réalité métaphysique. Parce qu'il n'y a aucune réalité matérielle sans la dimension immatérielle qui engendre la réalité matérielle. L'Occident, au sens physique, est une civilisation, je l'ai dit tout à l'heure, de la barbarie. Une civilisation qui est capable d'aller génocider les Indiens, d'aller esclavagiser des centaines de millions d'Africains, qui est capable d'aller assujettir les populations aborigènes d'Australie, de Mélanésie, qui est capable d'assujettir dans différentes autres régions du monde les populations sombres à la peau sombre. C'est une civilisation du sang sur le terrain physique, mais sur le terrain métaphysique, quand tu étudies l'Occident, et ça, un blanc, comme René Guénon le dit, l'Occident signifie le chaos, signifie la chute, signifie la perte de spiritualité. Et nous le voyons. Nous sommes dans une civilisation, l'Occident, où il y a les records d'athéisme, les records de désacralisation des choses, manifestés, matérialisés, illustrés par des Charlie Hebdo, qui ne respectent rien de la sacralité. C'est une civilisation de la décadence. C'est une civilisation où on autorise les hommes à tomber enceintes. C'est-à-dire que Dieu crée quelque chose, mais cette civilisation s'excite à systématiquement faire des choses qui sont opposées aux lois de la nature. Et ça s'appelle ça le progressisme. Donc, nous sommes en Occident, ici, là, où nous tournons cette interview, nous sommes dans une civilisation qui promeut le chaos, promeut l'éloignement des règles initiales, des règles traditionnelles, des règles primordiales. Et la contestation qu'il y a vis-à-vis de l'Occident est à la fois politique, mais est profondément dans une acception métaphysique. Le combat que nous menons, nous, contre l'Occident, est profondément métaphysique. Parce que, tu vois, l'Occident a tendance à... Ce qui est traditionnel, le mot qu'ils emploient, c'est obsolète. Oh, ça c'est vieillot, c'est obsolète. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est nouveau. Mais parce que le peuple récipiendaire de ce modernisme, ou je dirais même plus loin, le peuple matriciel de ce modernisme, est un peuple récent à l'échelle de l'humanité. Et parce que c'est un peuple récent à l'échelle de l'humanité, c'est comme un nouveau-né, tout ce qu'il va découvrir est nouveau. Et il y aura de la valeur que ce qu'il découvre. Ce qui est ancien ne le préoccupe pas. Ce qui compte, c'est ce qui est nouveau. Et c'est pour ça que la civilisation occidentale va dire, quand elle arrive en Amérique, excusez-moi, elle va dire c'est le nouveau monde. Mais c'était le nouveau pour cette civilisation occidentale. Mais il y avait déjà des gens qui étaient là. Et comme l'explique Ivan van Sertima, dont nous étions là avant Christophe Colomb, il dit, mais Christophe Colomb découvre un nouveau monde pour lui. Mais il y avait des populations qui étaient là depuis très longtemps déjà là-bas. Amérindiennes dont on parle, mais africaines aussi. Je encourage tout le monde à lire Ivan van Sertima, c'est très intéressant. Et l'erreur que les gens font, c'est de circonscrire la réalité de l'Orient à uniquement le monde arabe, etc. Dans l'Orient, il y a la dimension du caché. Il y a la dimension de l'ésotérisme, il y a le Proche et le Moyen-Orient. Et ce que l'on appelle aujourd'hui l'Égypte, ce que certains appelaient auparavant Kémet, le berceau égypto-nubien était ce Proche-Orient-là. Et était une boussole de cet Orient, de cette sacralité, de ce cachet, de ce sacré qui par la suite s'est étendu dans différentes couches du continent africain. Donc l'Orient n'est pas géographique, c'est aussi métaphysique. Tout comme l'Occident n'est pas géographique, c'est aussi métaphysique. Quand je vais à Abidjan, mon frère, il y a des endroits où je vois, je peux te dire que c'est l'Occident. Quand tu vas à Dubaï, frère, c'est pas l'Orient, c'est l'Occident. Et les influenceuses qui vont à Dubaï, là, elles savent que c'est l'Occident. Voilà. C'est à la fois physique, mais c'est profondément métaphysique. Tu as employé le mot spiritualité. Moi, la question que j'aimerais te poser, déjà, moi, j'ai l'impression, en te lisant, en regardant tes interviews, etc., que, je sais pas quel terme employer, hein, mais Dieu ou spiritualité ou religion ou autre, ça fait partie, c'est quelque chose de central, on va dire, dans ta réflexion politique. Et la deuxième sous-question, c'est, qu'est-ce que ce mot spiritualité comprend?
dans le sens où j'ai l'impression, en tout cas moi, c'est un mot personnellement que je valorisais pendant des années, mais en fait après je me suis rendu compte que c'était pour cacher quelque part mon appartenance à une certaine religiosité, donc aujourd'hui, et que finalement d'un côté spiritualité, je savais plus trop exactement ce que ça voulait dire, et qu'après au final je me suis dit ah ouais, en fait spiritualité, en écoutant la définition des gens, je me suis dit ah, on dirait c'est du yoga, tu vois, alors que c'est pas. Donc je me dis est-ce que c'est pas mauvais le yoga. c'est pas mauvais, mais ce que je veux dire c'est que c'est là où j'ai eu cette réflexion, je me dis ok, quand on parle de religion, il faut que je resitue ce mot-là et que je dis c'est religion, c'est pas spiritualité, parce que le mot qu'on entend, qui résonne dans la société, dans ma société, c'est-à-dire société occidentale, il dit autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est une question à plusieurs portes d'entrée, qui nécessitera donc une réponse, à mon sens, structurée, et je vais essayer d'être le plus synthétique, même si ça va pas être facile. Déjà, tu as employé le terme religion, spiritualité. Je te disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de combat physique sans réalité métaphysique. Tout ce que je fais est la résultante de quelque chose, et il faut avoir l'humilité de reconnaître. Quand Nietzsche disait Dieu est mort, mais quand Nietzsche est mort, Dieu était toujours vivant. Il y a une seule entité qui contrôle le monde, qui contrôle l'univers. Et si on ne le respecte pas, il nous rappellera toujours qui est le patron. Ça, c'est très important de le dire. La deuxième chose, c'est que moi, je suis issu d'un peuple d'ancestralité. Et chez nous, la dimension du temps n'est pas la même que dans la civilisation occidentale. Pour la civilisation occidentale, et tu vas comprendre pourquoi je parle de cela, plus le temps passe, plus tu progresses. Par le biais du développement matériel, puisque eux, leur réalité, c'est l'obsession de l'accumulation de biens matériels. Et par le biais de développement technique, etc. Pour nous, la perfection, c'est le commencement. Parce que le commencement, c'était ceux qui étaient les plus proches de Dieu. Des règles de Dieu. Qui étaient les plus en harmonie avec Dieu. C'est pour ça qu'on parlait chez nous, par exemple en Afrique, on parle de Zep Tepi, qui signifie les premiers temps, l'âge d'or. À Kama, dans le berceau égypto-nubien, on parle de cela. Et on retrouve cela dans diverses déclinaisons au sein des différentes populations négro-africaines. Mais pour l'Occident, le commencement, c'est la barbarie. Parce que les débuts, peut-être dans les steppes caucasiennes, étaient difficiles dans un environnement qui n'était pas des plus favorables. Très important ce que je dis. Et celui qui est privé de tout dans l'acception matérielle aura pour obsession, plus le temps passe, de développer une réalité matérielle dans laquelle il sera des plus à l'aise. Entends bien. Là où celui qui est né dans un environnement sur le terrain matériel favorable aura beaucoup plus de faculté à développer un rapport à l'immatériel profond. Ce que certains vont appeler l'animisme, ce que certains vont appeler l'ésotérisme maladif, etc., etc. Donc ce sont des réalités déjà, sur le terrain conceptuel, différentes. Tu as parlé tout à l'heure de religion et de spiritualité. Spiritualité, spiritus, esprit. L'esprit suprême, c'est le créateur, c'est le seigneur des mondes, c'est le seigneur de l'univers, celui qui n'engendre pas et qui n'a pas été engendré. Religion vient de religiare, qui signifie relier. Pourquoi relier? Parce qu'au commencement de l'humanité, nous étions un peuple d'esprit, on n'avait pas besoin de livres, on était en harmonie avec les règles de Dieu. Mais au fur et à mesure que le temps a passé, dans la perception occidentale, ils disent que c'est le progrès. Mais dans la réalité spirituelle, plus le temps passe, plus tu te perds, plus la tradition initiale primordiale se délite. Et donc, c'est comme si Dieu, par sa miséricorde, il aime tellement l'humanité, qu'il envoie des cordes pour rattacher les gens qui se sont perdus, qui avaient le fonctionnement initial, la tradition primordiale, initiale, mais qui ont fini par l'oublier, et donc on renvoie des éléments. Les oiseaux, ils n'ont pas de livre pour prier. Les poissons, ils n'ont pas de livre pour prier. La prière du poisson, c'est de nager. La prière de l'oiseau, c'est de voler. Dans ma conception, dans notre conception négro-africaine, pourquoi l'aspect spirituel